La République de Platon, livre 8e, suite. Il vit donc, repris-je, au jour le jour, et s'abandonne aux désirs qui se présentent. Aujourd'hui, il s'enivre au son de la flûte. Demain, il boira de l'eau claire et jeûnera. Tantôt, il s'exerce au gymnase, tantôt il est oisif et n'a souci de rien. Tantôt, il semble plongé dans la philosophie. Souvent, il s'occupe de politique et bondissant à la tribune, il dit et il fait ce qui lui passe par l'esprit. Lui arrive-t-il d'envier les gens de guerre? Le voilà devenu guerrier. Les hommes d'affaires? Le voilà qui se lance dans le négoce. Sa vie ne connaît ni ordre ni nécessité, mais il l'appelle agréable, libre, heureuse, et lui reste fidèle. Tu as parfaitement décrit, dit-il, la vie d'un ami de l'égalité. Je crois, poursuivis-je, qu'il réunit toutes sortes de traits et de caractères, et qu'il est bien le bel homme bigarré qui correspond à la cité démocratique. Aussi beaucoup de personnes des deux sexes envient-elles son genre d'existence, où l'on trouve la plupart des modèles de gouvernement et de mœurs. Je le conçois. Eh bien, rangeons cet homme en face de la démocratie, puisque c'est à bon droit que nous l'avons appelé démocratique. Rangeons-lui, dit-il. Il nous reste maintenant à étudier la plus belle forme de gouvernement et le plus beau caractère, je veux dire la tyrannie et le tyran. Parfaitement. Or ça, mon cher camarade, voyons sous quel trait se présente la tyrannie. Car quant à son origine, il est presque évident qu'elle vient de la démocratie. C'est évident. Maintenant, le passage de la démocratie à la tyrannie ne se fait-il pas de la même manière que celui de l'oligarchie à la démocratie? Comment? Le bien que l'on se proposait, répondis-je, et qui a donné naissance à l'oligarchie, c'était la richesse, n'est-ce pas? Oui. Or, c'est la passion insatiable de la richesse et l'indifférence qu'elle inspire pour tout le reste qui ont perdu ce gouvernement. C'est vrai, dit-il. Mais n'est-ce pas le désir insatiable de ce que la démocratie regarde comme son bien suprême qui perd cette dernière? Quel bien veux-tu dire? La liberté, répondis-je. En effet, dans une cité démocratique, tu entendras dire que c'est le plus beau de tous les biens, ce pourquoi un homme né libre ne saurait habiter ailleurs que dans cette cité. Oui, c'est un langage qu'on entend souvent. Or donc, et voilà ce que j'allais dire tout à l'heure, n'est-ce pas le désir insatiable de ce bien et l'indifférence pour tout le reste qui change ce gouvernement et le met dans l'obligation de recourir à la tyrannie? Comment? Demanda-t-il. Lorsqu'une cité démocratique, altérée de liberté, trouve dans ses chefs de mauvaises échansons, elle s'enivre de ce vin pur au-delà de toute décence. Alors, si ceux qui la gouvernent ne se montrent pas tout à fait dociles et ne lui font pas large mesure de liberté, elle les châtie, les accusant d'être des criminels et des oligarques. C'est assurément ce qu'elle fait, dit-il. Et ceux qui obéissent aux magistrats, elle les bafoue et les traite d'hommes serviles et sans caractère. Par contre, elle loue et honore, dans le privé comme en public, les gouvernants qui ont l'air de gouverner et les gouvernés qui prennent l'air de gouvernants. N'est-il pas inévitable que, dans une pareille cité, l'esprit de liberté s'étende à tout? Comment non, en effet? Qu'il pénètre, mon cher, dans l'intérieur des familles, et qu'à la fin l'anarchie gagne jusqu'aux animaux? Qu'entendons-nous par là? Demanda-t-il. Que le père s'accoutume à traiter son fils comme son égal et à redouter ses enfants, que le fils s'égale à son père et n'a ni respect ni crainte pour ses parents, parce qu'il veut être libre, que le métèque devient l'égal du citoyen, le citoyen du métèque et l'étranger pareillement. Oui, il en est ainsi, dit-il. Voilà ce qui se produit, repris-je, et aussi d'autres petits abus tels que ceux-ci. Le maître craint ses disciples et les flatte. Les disciples font peu de cas des maîtres et des pédagogues. En général, les jeunes gens copient leurs aînés et luttent avec eux en parole et en action.
Les vieillards, de leur côté, s'abaissent aux façons des jeunes gens et se montrent pleins d'enjouement et de bel esprit, imitant la jeunesse, de peur de passer pour ennuyeux et despotiques. C'est tout à fait cela. Mais, mon ami, le terme extrême de l'abondance de liberté qu'offre un pareil état est atteint lorsque les personnes des deux sexes qu'on achète comme esclaves ne sont pas moins libres que ceux qui les ont achetés. Et nous allions presque oublier de dire jusqu'où vont l'égalité et la liberté dans les rapports mutuels des hommes et des femmes. Mais pourquoi ne dirions-nous pas, observa-t-il, selon l'expression d'Eschyle, ce qui tantôt nous venait à la bouche ? Fort bien, répondis-je, et c'est aussi ce que je fais. À quel point les animaux domestiqués par l'homme sont ici plus libres qu'ailleurs est chose qu'on ne saurait croire, quand on ne l'a point vu. En vérité, selon le proverbe, les chiennes y sont bien telles que leurs maîtresses, les chevaux et les ânes, accoutumés à marcher d'une allure libre et fière, y heurtent tous ceux qu'ils rencontrent en chemin si ces derniers ne leur cèdent point le pas. Et il en est ainsi du reste, tout déborde de liberté. Tu me racontes mon propre songe, dit-il, car je ne vais presque jamais à la campagne que cela ne m'arrive. Or vois-tu le résultat de tous ces abus accumulés ? Conçois-tu bien qu'ils rendent l'âme des citoyens tellement ombrageuse qu'à la moindre apparence de contrainte, ceux-ci s'indignent, se révoltent ? Et ils en viennent à la fin, tu le sais, à ne plus s'inquiéter des lois écrites ou non écrites, afin de n'avoir absolument aucun maître. Je le sais que trop, répondit-il. Eh bien, mon ami, repris-je, c'est ce gouvernement si beau et si juvénile qui donne naissance à la tyrannie, du moins à ce que je pense. Juvénile en vérité, dit-il, mais qu'arrive-t-il ensuite ? Le même mal, répondis-je, qui s'étant développé dans l'oligarchie, a causé sa ruine, se développe ici avec plus d'ampleur et de force du fait de la licence générale et réduit la démocratie à l'esclavage, car il est certain que tout excès provoque ordinairement une vive réaction dans les saisons, dans les plantes, dans nos corps et dans les gouvernements bien plus qu'ailleurs. C'est naturel. Ainsi l'excès de liberté doit aboutir à un excès de servitude, et dans l'individu et dans l'État. Il le semble, dit-il. Vraisemblablement, la tyrannie n'est donc issue d'aucun autre gouvernement que la démocratie, une liberté extrême étant suivie, je pense, d'une extrême et cruelle servitude. C'est logique. Mais ce n'est pas cela, je crois, que tu me demandais. Tu veux savoir quel est ce mal commun à l'oligarchie et à la démocratie qui réduit cette dernière à l'esclavage. C'est vrai. Eh bien, j'entendais par là cette race d'hommes oisifs et prodigues, les uns plus courageux qui vont à la tête, les autres plus lâches qui suivent. Nous les avons comparés à des frelons, les premiers munis, les seconds dépourvus d'aiguillons. Et avec justesse, dit-il,